signifiance de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, bienvenue à Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que nous sommes têtus à Radio-Télévision Caraïbe. Nous avons cette assurance solennelle que les livres ont ce pouvoir fabuleux de transformer nos vies et de produire de la valeur saine et pure au sein de nos sociétés. Nous croyons à Caraïbe que les livres sont des vecteurs de culture, que les livres sont capables d'améliorer nos sociétés et nous permettent d'évoluer et de créer des univers riches d'humanité. Merci de suivre cette émission. Merci de porter attention à Losange, mon fidèle ami. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, même si la voix elle est cassée, l'énergie est au top parce que j'ai cette possibilité de donner la parole aujourd'hui à deux jeunes étudiants, deux jeunes universitaires qui vont partager avec vous ce que Roland Barthes aurait appelé leur plaisir du texte. Mesdames et messieurs, vous suivez, délivrez-vous. Quel bon choix vous avez fait. Gardons bonheur. Je vous laisse respirer. À tout de suite, mesdames et messieurs, avec la rubrique Temps Poème. Allez, ensemble, respirez. Le cancre, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur, il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Un poème, mesdames et messieurs, de Jacques Prévert, l'auteur de Paroles, que je vous invite à découvrir. Pourquoi ce poème a une valeur fondamentale? C'est parce qu'il nous permet de comprendre que personne, mesdames et messieurs, ne peut être cancre. Nous avons toutes et tous une valeur ajoutée. Et nous avons tous cette possibilité d'inventer notre place dans la marche du monde. Personne n'est cancre. Il s'agit de trouver sa voie dans l'univers et d'inventer son chemin. Justement, pour inventer son chemin, deux jeunes sont en train de le faire. Mon premier invité est un fou amoureux de la politique, des études, du pouvoir, de Robert Greene. Mesdames et messieurs, je vais recevoir Montbrun Everson, jeune étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques. Mais j'aime vous faire respirer, j'aime vous faire patienter. Respirez, mesdames et messieurs. À tout de suite avec mon premier invité, Everson. Il faut garder ce nom et respirer. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Lorsqu'on a 21 ans, nous avons devant nous une route
Une route qui peut conduire vers différents points de chute. Soit dans cette route, nous mettons la culture, nous mettons un intérêt pour le savoir, pour les études. Soit dans cette route, nous mettons un intérêt pour la gratuité et pour la futilité. Mon invité est en 3e année en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques. Donc, il fait partie des jeunes de ce pays ayant choisi les études comme espace de performance et de réalisation d'eux-mêmes. Ce conseil, évidemment, que nous avons à délivrer vous pour tous les jeunes qui regardent maintenant cette émission. Il faut trouver votre voie. Et la voie de mon invité, c'est celle de la lecture et des études. Mon brun, bienvenue à délivrer vous pour ta 2e fois, je crois, non? Alors, c'est pour la première fois, mais toutefois, M. Neyer, on organise tellement de conférences ensemble qui fait que vous pensez justement ce serait une 2e fois, je ne sais pas trop. Et justement, comme vous avez dit, je suis Everson Monbrun, étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques, président de ma promotion, également secrétaire exécutif du comité central. Donc, c'est une joie, une jubilation, je dirais, incommensurable de participer à une émission telle et je pense qu'on va vraiment échanger, cogiter. Everson, aujourd'hui, on s'apprête à découvrir ton panthéon de jeunes lecteurs. Beaucoup de livres t'ont marqué, beaucoup de livres ont pavé, on va dire, ton cheminement intellectuel jusqu'au point où tu en es aujourd'hui. On aimerait que tu partages avec les jeunes qui te regardent de là maintenant ces quelques livres qui peuple ton cerveau. Mais d'abord, avant d'aller dans ta bibliothèque personnelle, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit point sur ce choix d'études. Pourquoi des études en sciences économiques? Est-ce parce que maman avait le martinet en main ou parce que toi-même tu t'es dit, tu sais quoi, je veux faire de l'économie? C'est une très belle question, M. Neyer, et justement, je vais répondre avec beaucoup de franchise. D'entrée de jeu, Everson, durant le matin de sa carrière, n'avait pas vraiment un chemin direct qui aurait dit qu'il serait un étudiant en économie. Mais toutefois, par rapport avec cette aptitude que j'ai dans différentes matières, différentes sections, etc., j'avais cette difficulté de pouvoir choisir. De par cela, je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Est-ce que être économiste, être médecin, être politicien, je ne sais pas trop. Et par rapport avec cette difficulté dans laquelle je me trouvais, je me suis dit, je vais de toute façon rentrer à la faculté de droit et des sciences économiques. D'ailleurs, j'avais beaucoup de professeurs qui essayaient de m'orienter vers les sciences juridiques, mais via la situation, surtout avec mes parents, ils m'ont dit, Everson, sciences politiques, sciences juridiques, c'est très dangereux, donc n'y va pas. Et je me suis dit, de toute façon, je voudrais intégrer la faculté de droit et des sciences économiques et je me suis dit, de toute façon, je vais être un étudiant en sciences économiques et c'est de par cela, je me suis intégré à la faculté de droit, je suis étudiant en sciences économiques, président de ma promotion, secrétaire exécutif, comme je le disais tantôt. Mais pour bien dire, l'économie, c'est pas ce qui fait vraiment l'amour dans ma tête. C'est de préférence tout ce qui a rapport avec la gestion du pays. Je peux dire ça ainsi, avec la gestion de la nation, avec des trucs qui ont rapport avec le projet, création de savoir, je ne sais pas trop. Mais toutefois, je suis quelque part à l'aise en étudiant les théories économiques parce que j'ai pas de problème avec ça. Absolument. Mais dans ta conception actuelle du monde, là maintenant, qu'est-ce que tes études ont ajouté que tu n'avais pas avant et qui te permettent de mieux concevoir ce monde dans lequel tu vis? Ok. Alors, parler d'économie comme étant mon champ d'études, il faut bien dire tout d'abord de mode opératoire stratégique, il faut définir c'est quoi l'économie. Parler d'économie, c'est parler de cette science qui se donne à voir comment utiliser cette tension entre un ensemble de ressources que nous avons dans cette société qui est d'ordre très rare, pour pouvoir satisfaire des besoins qui sont d'ordre illimité. Donc, justement, parler d'économie, c'est parler de comment on va essayer de résoudre un ensemble de problèmes dans notre société par rapport avec ces différentes ressources. Parce que, justement, nous sommes en Haïti, et parler d'Haïti, c'est parler d'un pays qui est très pauvre. Mais parler d'un pays qui est très pauvre, c'est essayer de voir comment gérer notre économie. Et pour pouvoir qu'il soit
avoir un rapport avec l'investissement, avoir un rapport avec, je dirais, la gestion de nos différents éléments pour pouvoir avoir un État plus fort. Parce que de tous les pays qui sont développés, c'est toujours une économie que nous avons eu, une gestion de bonne et due forme. Okay? Parce que l'économie joue un rôle très important, parce que justement, lorsque je suis des cours d'économie par rapport avec les différents problèmes que nous avons dans notre société, j'ai pu comprendre que, de toute façon, en tant que jeune, il fallait faire de l'économie. Faire de l'économie, pas en tant que science seulement, mais si je veux m'acheter par exemple un iPhone, je veux pouvoir venir dans cette émission, quand même je dois avoir un background en économie pour dire quelle gestion je vais faire de l'économie là que j'ai, c'est-à-dire mon budget. C'est-à-dire, à un moment de la durée, lorsque j'étais un simple et jeune, je me disais, si j'ai 1000 $, je vais dépenser ainsi, voilà, je m'achète une chemise, je m'achète un téléphone, etc. Mais arrivé en économie, j'ai pu voir que de par cette rareté qu'il y a dans les ressources, de par cette tension qu'il y a, il fallait avoir une autre vision des choses. Il fallait gérer. Et qui dit gérer, dit c'est avoir une vision plus stricte, plus scientifique des choses, qui va me permettre justement de pouvoir dire si j'ai 20 $, je dois faire ça avec, afin que je peux dire toujours satisfaire mes besoins, mais sans que je ne me mette pas dans une situation où je me détruis économiquement. Donc du coup, tes études t'ont permis de comprendre que l'être humain a des besoins qui sont illimités. Justement. Et les ressources auxquelles les êtres humains sont exposés sont rares, et qu'un être humain doit faire la différence entre des besoins réels et des caprices peut-être. Justement, non? Des caprices, par exemple, en économie, il y a cette différence qu'on doit faire entre besoins et également juste quelque chose que nous avons vu, un étonnement, si vous voulez. Par exemple, aller à l'école, c'est un besoin, je pourrais dire, qui est nécessaire. Ok, mais toutefois, il y a certains trucs, il y a des étonnements là, j'arrive au dehors, je vois une lunette, monsieur Neyer, moi monsieur Neyer, une belle lunette, comme ça, me besoin d'acheter. C'est pas vraiment un besoin qui est, je dirais, très nécessaire. Donc, à partir de cette étude, j'ai pu faire ce distinguo entre mes besoins et mes caprices, mes étonnements à chaque instant. Et justement, en tant que personne, en tant qu'humain, à chaque instant qu'on évolue, nous avons ces caprices-là, ces besoins, mais il ne faut pas se fier à ces genres de trucs pour dire à chaque instant on va acheter, et ça va nous rendre pauvres quand même. Si à chaque instant je vois quelque chose, j'achète, je veux faire tout. À la fin, c'est ça. Ah ouais, absolument. Il ne faut pas être un consumériste, comme on dit en économie. Voilà. Et le livre que tu nous proposes, le premier livre du moins, c'est un livre de Robert Greene. Justement. Qui a pour titre Power, les 48 lois du pouvoir. Alors, je tiens à dire aux téléspectateurs que ce livre a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, un véritable best-seller. Je tiens à dire aux téléspectateurs que Robert Greene a été contacté par l'élite hollywoodienne, par les plus riches de ce monde, les plus grands rappeurs pour donner des conseils, et tout le monde suit les conseils de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Alors avec Everson, nous allons voir quelques lois qui permettent d'avoir du pouvoir et des lois qu'il a lui-même sélectionnées. Mais avant toute chose, Everson, j'aime beaucoup ton parti pris pédagogique. Qu'est-ce que nous pouvons dire à un jeune homme de 16 ans qui regarde cette émission sur la définition du pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir? Avant de voir comment on peut l'avoir, ce pouvoir, les lois pour l'avoir. Très bien. Alors, le pouvoir, justement, Robert Greene, il a écrit ce texte, et justement, avant même de rentrer dans le vif du sujet, le pouvoir, c'est cette capacité que nous avons, je pourrais dire de manière plate, si vous permettez, pour influencer les choses. Ouais. Ça, c'est ça le pouvoir. Et quelque part, on nous dit, dès qu'on veut, on peut. Mais le pouvoir, d'une manière quelconque, c'est avant tout un jeu de l'esprit. Parce que tout le monde n'a pas le pouvoir. Et Robert Greene, d'entrée de jeu, comme je le disais tantôt, il nous a montré justement ce problème qui existe dans notre société lorsque, en tant qu'homme, nous avons cette
carence de pouvoir, ou encore on ne peut pas utiliser le pouvoir. Donc justement, le pouvoir comme étant cette capacité de pouvoir influencer les choses. Par exemple, je veux créer une émission. C'est parce que tout d'abord, vous avez cette capacité, vous avez eu le pouvoir et vous avez mis en scène une émission. Par exemple, je viens à délivrer vous. C'est parce que mes parents m'ont donné ce pouvoir pour pouvoir me déplacer justement de telle zone à telle zone pour venir de l'émission. C'est-à-dire, le pouvoir, comme j'ai dit tantôt, c'est une capacité de l'esprit. Et c'est une capacité de pouvoir transformer un ensemble de trucs dans notre tête, dans notre subconscient, dans le réel, pour pouvoir faire valoir ce que nous sommes quelque part. Donc ça nous permet d'influencer l'influence, les êtres et le cours des événements également. Mais j'aime beaucoup le petit clin d'œil que tu fais de temps en temps à tes parents. Tu m'as dit, mes parents m'ont laissé venir. J'imagine que tes parents vont regarder cette émission. C'est une façon toute gentille de saluer tes parents qui nous ont permis de te recevoir, en effet, à Délivrez-vous. Maintenant, parmi ces lois du pouvoir, il y en a quoi? Il y en a 48, Everson. On ne va pas les 48 lois, mais quand même, j'ai sélectionné quelques. Mais sinon, les gens ne vont pas lire le livre. Hein? Si nous donnons aux gens qui regardent l'émission ces 48 lois, ils ne vont pas lire ce livre. Quelle est la première loi qui t'a marqué? Ok, la première loi qui m'a marqué, c'est la loi 9. Je lis pour vous. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Bien que, à un certain niveau, moi j'aime l'originalité, monsieur Nia. Certes, ce livre-là de Robert Greene, il m'a vraiment marqué, mais je ne vais pas dire à Robert Greene, tout ce qu'il dit dans le livre, j'ai totalement accepté. À première vue, je n'allais pas dire remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. J'aurais dit de préférence, remporter la victoire par vos actes et également par vos discours. Parce que j'ai pu constater justement, il y a des gens qui ont beaucoup d'actions, il y a des gens qui ont organisé beaucoup de trucs, désolé, mais à cause il n'y a pas un projecteur, il n'y a pas vraiment un discours pour pouvoir communiquer avec les gens, ils n'ont pas eu vraiment de le pouvoir. Ok? Donc, justement, je dirais de préférence la loi 9 qui dit remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Justement, il faut toujours faire des actions. Il faut toujours dire, c'est pas seulement les mots, c'est pas seulement venir dire là, par exemple, on prend un exemple et dans la politique là, il toujours dit, ah, on va le faire, on va faire des trucs, mais il n'y a pas vraiment des trucs dans le background. C'est-à-dire, les actes sont très importants. Mais par-dessus tout, je voudrais dire aussi, le discours, la communication, le lien que nous avons avec qu'il soit l'équipe, qu'il soit le public, c'est très important. C'est-à-dire c'est la première loi qui m'a marqué parce que j'ai pu comprendre parfois, nous avons le discours, mais malgré le discours, nous ne disons rien vraiment, nous ne faisons rien vraiment. C'est-à-dire qu'il est toujours très important de parler, de faire des actions et mettre ça en symbiose avec nos discours. Donc, si on a bien compris, Everson, pour avoir du pouvoir sur les autres, il ne faut pas qu'on mente aux autres. Il ne faut pas mentir aux gens. Je ne vais pas dire ça catégoriquement, parce que le mensonge, Robert Greene va nous expliquer ça, également Machiavel nous explique ça également. Le mensonge, c'est un modus operandi pour pouvoir mieux faire les choses. Par exemple, je viens dans l'émission Délivrez-vous, et puis je dis à ma mère, mamie, on aime aller. Je ne vais pas prendre cet exemple. Par exemple, je vais dans un club de préférence. Et puis pour convaincre ma mère, mesdames et messieurs, je dis, ah mamie, tu sais, il y a une émission là, Délivrez-vous, on parle de livres, etc. Je vais dans l'émission Délivrez-vous. Puisque ma mère sait que nous sommes dans un mobilisme intellectuel, c'est le savoir, etc. Mon fils, vas-y. Mais si je dis que je vais dans le club, elle ne va pas peut-être accepter. Quel club? Bien que j'ai pas l'habitude d'aller dans les clubs, je pourrais peut-être pas. Est-ce qu'il y a latine par exemple? Un truc du genre. Non, pas les clubs où des gens dansent sur les. Non. Un truc du genre. C'est-à-dire. Provocation. C'est-à-dire, c'est un moyen pour vous expliquer que le mensonge, parfois, ça fait mieux établir le pouvoir. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen? Moi, par rapport avec ce que j'ai vécu, par rapport avec ce que j'aime, et c'est la raison pour laquelle sous peu je vais vous parler de cette loi, Robert Greene nous explique également qu'il faut être probe, il faut être aussi, je dirais, avoir les mains propres.
Ok, parce que tout autant on a les mains propres, on est clair avec notre conscience, c'est un moyen pour nous pour mieux influencer les choses. Ouais. C'est-à-dire, oui, le mensonge, c'est un moyen, c'est une stratégie pour pouvoir étendre son pouvoir, mais pour moi, personnellement, c'est pas le meilleur moyen. Mais si tu mens, tu vas perdre confiance. Et quand tu perds la confiance de quelqu'un ou d'une communauté, c'est presque impossible de recouvrer cette confiance. Et c'est pour ça qu'il a écrit, Robert Greene, ne prêchez pas, montrez l'exemple quelque part. Oui, montrer l'exemple, et c'est justement ça. Et Robert Greene, dans ce livre-là, il y a beaucoup de nuances à faire. Parce que il y a certaines lois, à la page 1, par exemple, et par exemple, on va dans la page 49, il y a quelque chose qui on doit faire une nuance quand même. Par exemple, Robert Greene, comme vous dit, il dit, comme vous dites, désolé, il dit de pouvoir prêcher la vérité, de pouvoir... Il dit, ne prêchez pas, montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Mais quand même, montrer l'exemple, on pourrait toujours nous mettre dans un rapport illusionniste. Je montre un exemple, mais quand même, c'est pas le bon exemple, par exemple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut toujours prêcher la vérité, il faut toujours dire tous ces trucs-là. Mais j'aime vraiment cette loi. Et c'est la raison pour laquelle, durant le pays LOC, j'ai donné un exemple à partir de causeries des étudiants. Comment expliquer cela? J'ai toujours eu la possibilité de participer dans des émissions où je dis aux jeunes, il faut s'impliquer, il faut s'engager, il faut lire des livres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je me suis dit, à un moment de la durée, le pays LOC pourrait être pour moi un moyen pour pouvoir donner un exemple aux jeunes. Par exemple, à Delma, il y a beaucoup de turpitudes, beaucoup de problèmes. Je dis, de toute façon, je vais montrer aux jeunes là, par exemple, je vais à Delma, j'essaie d'influencer des jeunes à Delma. Malgré cette cartographie, elle est quelque part problématique. Je vais ici, je vais par là. Il y a une fille là, un garçon là qui me texte, il dit, Everson, nous rappelle à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? La rue n'est pas bon, pays LOC, tout le monde dans la rue, etc. C'est ça. Il y a le discours, je vais dans les émissions, je dis qu'il faut faire ça. Mais par ailleurs, je donne un exemple aux jeunes. L'exemple, c'est peut-être le meilleur moyen pour pouvoir convaincre les gens. Pour convaincre et pour avoir du pouvoir. Mais on a le temps qui est contre nous, Everson. Je sais que je sais que Robert Greene, mais j'ai un club qui s'appelle Evergreen en tête. On a parlé de club et mon cerveau, il a mélangé ses pinceaux. Il s'est dit, Evergreen ou Robert Greene, qu'est-ce qu'on fait? Le temps qu'on est vendredi. Donc, on va revenir tout de suite aux prochaines lois qui t'ont marqué. Je tiens à rappeler aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que vous suivez l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Nous allons observer une courte pause et on revient avec Everson, avec les lois du pouvoir, mesdames et messieurs. Comment avoir du pouvoir, comment le conserver, ce pouvoir, et comment être utile à notre communauté avec ce pouvoir qu'on aura conquis. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Mais vraiment, je vous rassure, Gadon Bonheur, je reçois mon invité, Everson Montbrun, et nous sommes en train d'explorer un livre qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, 2 millions d'exemplaires par les 48 lois du pouvoir. Le pouvoir, mesdames et messieurs, comment l'avoir? Parce que dans nos sociétés, peut-être que subtilement, tout le monde veut avoir du pouvoir sur les autres. Maintenant, ce pouvoir, si on souhaite l'avoir, comment l'avoir? Et nous sommes en train d'explorer les lois du pouvoir. Everson, dis-nous une autre loi du pouvoir qui t'a marqué. Ok. Il y a une autre loi qui m'a vraiment marqué, M. Neyard. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que
parler d'évolution, mon bon, c'est parler avant tout d'originalité. J'aime pas, et lorsque il faut réciter l'arrestation comme cela, le prof nous vient, il nous dit A plus B, on doit inéluctablement passer par A plus B. Et cette loi, c'est la loi 25 à la page 181. Changer de peau, c'est ça l'intitulé de la loi. Changer de peau. Je lis pour vous. N'écornez pas les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui exige l'attention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image. Ne laissez pas les autres la définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires. Votre pouvoir en sera rehaussé et votre personnalité prendra de la stature. Je vais vous expliquer. Il arrive que lorsque j'étais plus jeune, comme je vous disais au début, mes parents ou encore des gens, des directeurs, ils voient quelque chose en moi. Everson, tu dois faire là. Everson, tu dois faire par ici. J'ai accepté de manière très plate, avec beaucoup de discipline. Mais c'est en rencontrant des gens, c'est en faisant des expériences, j'ai pu comprendre que leur vérité, c'est une vérité, comme vous le dites souvent, parmi un écosystème de vérité. Je devrais apprendre de moi-même tout d'abord pour savoir qui je suis. Et c'est ainsi, j'ai, comme le dit le livre, changé de peau et j'ai pu comprendre, voilà mon originalité, voilà ce que je veux faire. C'est lorsque je parle de projet, c'est lorsque je parle de public, c'est lorsque je parle de la population, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce message que je veux lancer aux jeunes qui me regardent là maintenant, c'est d'apprendre de soi-même. C'est d'apprendre de qui ils sont vraiment et par le biais de cela, leurs travaux là seront, ils vont faire ça avec beaucoup plus d'aisance. Donc au fait, le fait Everson, c'est oser être soi-même. Oser être soi-même et vous n'allez pas regretter. Absolument, et ne pas avoir peur d'être original, ne pas avoir peur de ne pas imiter les autres. Justement. Il ne faut pas être un cliché d'individu, il faut développer une véritable originalité. Il faut développer ça. Excellent, la loi 25. Et je vais vous donner un exemple. Toujours cause des étudiants que j'ai concocté avec Mikaelo, etc. Durant le pays, il n'y avait aucun établissement qui m'avait dit de concocter ça. Mais de par mon originalité, et Robert Greene a dit ça dans un autre livre qui c'est la viser l'excellence. À chaque instant qu'il y a un problème, à chaque instant qu'il y a ces genres de trucs dans la société, c'est un moyen pour nous les jeunes de venir avec notre originalité. Dès qu'il y a le problème, il y a cette possibilité de pouvoir créer quelque chose. Et ça a toujours été, et je dirais, le monde c'est construit ainsi. Il y a des problèmes, il y a des gens comme Mark Zuckerberg, comme D'Angelo, comme je ne sais pas, qui ont dit, il y a ces problèmes, et puisqu'il y a ces problèmes, je vais venir avec mon originalité. Qu'est-ce qui aurait dit, à un moment de la durée, on pourrait être ici, et il y a une caméra, il y a des gadgets électroniques qui nous diffusent, et tout le monde nous regarde. C'est l'originalité, et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le dis tantôt, il faut toujours être soi-même. Absolument, parce qu'il y a une époque où il n'y avait pas d'avion. J'imagine que le premier ayant parlé d'avion, on l'avait considéré comme un fou. Donc, les jeunes qui nous regardent, n'ayez pas peur d'être des originaux et d'être des fous, quoi. Voilà. Une autre loi qui t'a marqué. Une autre loi qui m'a marqué, je vais vous lire ça. C'est justement la loi 45. Appelée au changement, pas à la révolution. Cette loi a une dimension politique, parce que justement, j'adore la politique, c'est ce qui fait l'amour dans ma tête. Je vais lire quelque part. Vas-y, hein. Le changement est salutaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais notre quotidien est pétri d'habitudes. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à la révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites-le passer pour une légère amélioration du passé. Là, il y a quelque chose de très important, M. Dior. Et dans la politique, pour moi, c'est un enjeu. On n'arrive pas ici. Je vais dire ça en créole, le toujours l'arrivée par exemple tel côté, soit tout le monde danser sous deux pieds ou danser sous deux pieds. Sous deux pieds. Et c'est quelque part ça que loi Sall veut expliquer. Si je veux changer un paradigme, je ne dois pas directement venir et je dis,
il faut changer de paradigme, on va changer, délivrez-vous, on va changer cet écran, on va changer. Non. Je parle avec M. Neyer. Que pensez-vous? On va faire un petit changement, on va changer cette chaise, c'est jaune, on va mettre rouge. Parce que si je viens radicalement, je veux attiser la révolte, je dis, je vais changer catégoriquement les choses, ça va créer un problème. Pourquoi? Parce que pour qu'il y avait avant tout, délivrez-vous, il y avait tout un établissement, tout un ensemble de paramètres. Un statu quo. Un statu quo. Immédiatement, je viens, j'attaque le statu quo, j'attaque la personnalité de la personne qui avait établi ce statu quo. Et immédiatement, la personne se sent attaquée. Tu deviens un enjeu pour lui. Ouais. Et dans la politique, c'est quelque part ce problème qu'il y a. Il y a certains leaders, ils pensent pour changer le système dont on parle chaque jour, ça veut venir dire, ah, je vais changer le système. Tu deviens un cible. Il faut avoir l'idée en tête, je veux changer quelque chose, mais il y a un mode opératoire. Il faut y aller au fur et à mesure et ne pas montrer à la personne qu'on souhaite l'humilier. Justement. Voilà. Parce que je vous dis, il y avait un statu quo. Et changer un statu quo, c'est pas quelque chose qu'on va venir un bon matin, comme on mangeait un pâté là, non, c'est pas mais un exemple banal afin que les jeunes puissent comprendre. Si une jeune fille veut rentrer chez elle un petit peu plus tard, le premier soir, il ne faut pas commencer en rentrant à minuit. Voilà. Le premier soir à 6 heures. Après 2 semaines à 7 heures, après 4 semaines à 11 heures, jusqu'à après un an, tu rentres plus du tout à la maison. Et lorsqu'on fait la sommation de ces changements, ça, c'est ce qu'on appelle la révolution. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appeler à la révolution directement, mais appeler à certains petits changements. Il faut y aller au fur et à mesure. Voilà. Donc si vous voulez que les Haïtiens arrêtent de porter des costumes, un bon matin, il ne faut pas à la télévision dire, écoutez, c'est un pays tropical, il fait 35 degrés, donc des costumes, n'en portez plus. Non, il faut y aller au fur et à mesure. Vous dites, il fait très chaud, des costumes légers pour commencer, mais le velours n'est pas très adapté à notre température. C'est au fur et à mesure. Donc il ne faut pas bousculer les gens lorsqu'on souhaite qu'ils changent de comportement. Voici une loi du pouvoir. Quelle autre loi t'a marqué, Everson? Une autre loi, c'est la loi 36 qui dit mépriser les contrariétés. Parce que, justement, comme je le disais au grand public... On rappelle, hein, cette loi 36, c'est mépriser les contrariétés. J'ai fait les expériences, pour bien dire, je n'ai pas encore étudié les sciences politiques, mais de par mes expériences au comité central de la faculté de droit, d'ailleurs, comme je le disais... C'est un espace politique. Comme je le disais, monsieur Neyer, on a organisé tout un tas d'expériences. Et c'est maintenant que je remarque que vous êtes l'un des conférenciers avec lequel j'ai organisé beaucoup plus de conférences. Donc, j'ai pu faire un ensemble d'expériences. Alors, il faudra me payer. Hein? Alors là, j'en profite à la télévision. Je te ferai voir ma secrétaire qui est là, Annabelle qui est là. C'est une blague de télévision. C'est une blague. Parce qu'on n'a pas encore les moyens, monsieur Neyer. Oui, mais on s'en fout. On continue. On continue. Donc, c'est ça. Donc, à partir de cette loi, j'ai pu comprendre que il y a certains problèmes que nous allons rencontrer dans la vie. Dès qu'il s'agit de transformer, de créer, il y aura des contrariétés. Et mépriser les contrariétés, c'est justement dire, je veux aller par exemple à Delma, mais pour aller à Delma, je vais trouver le blocus, je vais trouver des gens qui vont me dire, ah, à Delma, il y a des gangs armés. Tout ça, c'est un ensemble de contrariétés. Je ne vais pas dire que je vais être irrationnel, mais de préférence, je dois intérioriser cette capacité que j'ai en moi pour avoir un mindset indestructible pour dire je veux arriver au point X et de toute façon malgré il pourrait avoir N contrariétés, je vais arriver au point X. Pour bien dire, les personnes qui ont réussi dans la société là, ce sont des gens qui à un moment de la durée se sont dit oui, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis, il y a, je ne sais pas, les parents qui me disent ne faut pas faire cela, il y a des gens qui nous critiquent, mais je crois dans ce feu-là que j'ai en moi, et Robert Greene l'a expliqué dans son livre-là, Viser l'excellence. Nous avons tous un feu en nous, il faut découvrir ce feu, et c'est pas la science. La science ne va pas nous expliquer ça. La science ne va pas dire, Adam Jello, tu as un feu, il faut découvrir.
Là, nous sommes carrément dans l'intelligence émotionnelle, dans d'autres facettes de la psychologie cognitive. Justement, c'est à nous de découvrir cela et ça va être facile à un moment de la durée de pouvoir faire. Et il faut, je reprends pour les jeunes, il faut mépriser les contrariétés et en vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Justement. Prêtez attention à un ennemi, le renforce. Mesdames et messieurs, prêtez attention à un ennemi, le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule, on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Si ce que vous désirez une voiture neuve, vous avez 19 ans, la voiture est hors de votre portée, il faut traiter la voiture par le mépris. Moins vous vous montrerez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Voici la loi 36. Voilà, que les jeunes retiennent. Une autre loi que tu aimerais Une autre loi, je vais lire pour vous, parce qu'il y a plusieurs lois. Ce livre-là, franchement, et M. Nier, ça m'a vraiment touché. Donc, la loi que je dirais, souligner pour vous, c'est la loi 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Et je vais vous lire. Ça, suivez un plan précis jusqu'au but final. Vas-y, Everson. Voilà. Tout est dans le dénouement. C'est-à-dire le résultat. Le résultat. Je reprends. Tout est dans le dénouement. Prévoyez toutes les étapes qui y mènent en tenant compte de leurs éventuelles conséquences, des obstacles qui risquent de surgir et des revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. Dans cette loi, Robert Greene veut nous expliquer qu'il faut planifier, qu'il faut avoir ce qu'on pourrait appeler dans les projets une stratégie de mise en œuvre. Par exemple, il arrive qu'il y a des gens, qu'il y a mon équipe là qui me dit « Ah, Everson, tu as toujours un projet, tu as toujours des étapes dans ta tête. » Ça devient facile parce que dès qu'on a un projet, ce qui va accoucher le projet, ce sont les différentes étapes, c'est la stratégie de mise en œuvre. Si on n'a pas un plan clair dans notre tête, comment on va pouvoir faire, M. Nier, pour pouvoir accoucher ce projet-là, ce plan-là? C'est-à-dire, c'est le plan, c'est la stratégie avant tout qui va nous permettre de faire ça. Et justement, Robert Greene nous dit qu'il faut avoir un plan clair. Et ce plan clair-là, c'est ça, c'est le projet. Donc, si un jeune qui regarde cette émission veut s'acheter une nouvelle paire de chaussures, il faut avoir un projet. Il faut avoir un plan. Justement. Si les souliers vont coûter 5000 gourdes, il faut prévoir est-ce que chaque semaine, je vais économiser 200, 300 gourdes. Voilà le plan. À atteindre mon but final. Et on peut aller plus loin. Vous dites, je veux acheter une paire de chaussures, par exemple. Pour acheter cette paire de chaussures, je dois avoir de l'argent. Où vais-je trouver l'argent? Oui. Maintenant, je vais établir dans ma tête un modus operandi. Je vais dire une liste de personnes ressources. Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que je vais chercher un boulot? Absolument. Si c'est un boulot, quel boulot? Comment j'ai procédé? C'est-à-dire, c'est ça. Et peut-être c'est ce problème-là que certains jeunes ont. C'est-à-dire prioriser les moyens sains, S-A-I-N-S, pour éviter que les pervers mettent S-E-I-S. Voilà. Certains jeunes ont ce problème. Ils voient les résultats, mais quel est le mode opératoire? Par exemple, comme vous le dites, je veux acheter telle chose. Voilà, dans ma tête, 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça, Robert Greene nous explique. Et Everson, merci pour cette découverte. Je tiens à dire aux jeunes qui nous regardent là maintenant que Robert Greene, c'est un livre qu'il faut absolument, alors un auteur qu'il faut absolument lire. Et les 48 lois du pouvoir s'appelle Power. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Merci d'être passé à Délivrez-vous. J'espère vivement te recevoir prochainement pour discuter encore de tes lectures. Alors justement, monsieur Nier, monsieur Gadon Bonheur, ce sera un bonheur incommensurable si vous permettez de participer une fois de plus à Délivrez-vous et surtout pas seulement parler de pouvoir mais également de parler de cette psychologie de voir grand, de viser l'excellence toujours avec Robert Greene parce que ce livre-là m'a marqué lorsque Robert Greene m'a dit justement nous avons ce feu en nous, nous avons cette capacité de pouvoir changer le monde, nous avons ce mindset. Mais il suffit de découvrir ça. Nous avons tous, mesdames et messieurs, une capacité. Mais ayez le temps pour vous-même
pour découvrir justement cette capacité, voilà. Ce feu que nous avons. Merci Everson, c'est Johnny Hallyday qui le chante. Allumez le feu. Mesdames et messieurs, gardons bonheur. C'était Everson, mon premier invité. Restez avec nous à Délivrez-vous. J'ai un second invité qui arrive avec la même fraîcheur d'esprit et les mêmes propositions intellectuelles de qualité. Respirez, mesdames et messieurs. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de l'émission Délivrez-vous, où nous avons ce privilège de recevoir une cohorte de jeunes. Nous avons ce plaisir de recevoir 2 jeunes lecteurs et mon actuel invité. Pour le coup là, je ne vais pas mélanger mes pinceaux. Il est vraiment à sa 2e participation à l'émission. Mikaelo que je reçois avec un grand plaisir. Bonsoir Mikaelo. Je vous salue Monsieur Néa, je salue les téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission qui est Délivrez-vous. Un plaisir démesuré de me retrouver encore sur le plateau. Un plateau qui, à ce que je vois, sent l'innovation avec toute cette belle décoration. La dernière fois, c'était pas ici. Un plateau qui sent la cognition, l'intellection. Un plateau sur lequel je sens que coule à flot l'intelligentsia. Donc, je vais emprunter cette maxime de Pierre de Ronsard, Carpe Diem, pour dire qu'en cet instant, pour échanger ensemble et puis pour faire plaisir aux fanbase quand même, Délivrez-vous. Absolument. Nous avons beaucoup de jeunes qui aiment regarder cette émission, beaucoup de parents aussi regardent cette émission, beaucoup de policiers regardent cette émission et me le signifient lorsqu'ils me croisent et me disent, mon cher, c'est quand même un travail assez intéressant que de faire la promotion de la lecture et des livres. Tout à fait. Mais malgré tout, Mikaelo, malgré cette persistance dans la promotion du savoir, de la pensée et de la lecture, il y a quand même quelques jeunes qui sont toujours un petit peu résistants à la parole livresque. Et je vais commencer en t'emmerdant carrément, hein. Je vais commencer en te mettant sur la tête le chapeau du donneur de leçons. Bon Dieu, quelle mauvaise posture. J'aimerais que tu dises à des jeunes qui nous regardent là maintenant, quel plaisir toi tu prends à lire et tu aimerais que ces jeunes-là ne passent pas à côté d'un tel plaisir. Lire, c'est s'enivrer. Lire, c'est bander intellectuellement. Lire, c'est dire aux autres que nous voulons découvrir le monde. Nous voulons comprendre la vie. Nous voulons nous mettre en corps à corps à ce monde. Parce que le livre même, c'est un monde. Lire, c'est comme parler, communiquer avec un être, un autre que soi-même. Et c'est pour cette raison que j'arrive très clairement à comprendre cette déclaration de Daniel Laferrière. Le livre, c'est un cimetière où les morts pensent. Mesdames et messieurs, vous en tant que jeunes qui me regardez là maintenant, vous devez absolument charbonner votre intelligence en lisant, parce que lire, c'est comprendre la pensée d'un autre. Lire, c'est enrichir son intellection. Mais il y a des jeunes qui vont te dire, ah Mikaelo, quand je commence à lire, ça me fatigue, je m'endors, je suis distrait, je sais que l'exercice est difficile pour toi parce que tu as vraiment le chapeau de leçon. Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune de ton âge, quoi? Tu as 20 ans, 21 ans, à peu près. Donc, 21 ans. Les deux, c'est impossible d'avoir. Tu as 21 ans et des jeunes de 21 ans ne lisent pas. Donc, avec les prétextes que je viens d'énoncer tout à l'heure, donc qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 21 ans qui te dit, moi ça me fatigue les yeux, je m'endors, ça m'épuise, j'ai pas l'impression que ça me serve à grand chose. Voilà. Allez, vas-y. Je vais donner un conseil qu'on m'avait donné lorsque j'étais en nouveau secondaire
j'avais un professeur de littérature que je salue, monsieur Lundi Johnny. Et je pense que donner ce conseil à ces jeunes pourront sûrement les aider. Choisissez votre champ de lecture. Il arrive que lorsqu'on présente un livre à un jeune et puis il se dit je suis pas intéressé, ce livre c'est badass, c'est un peu balèze quand même. Mais lorsque ce jeune-là est en train de lire de la poésie, ce jeune se sent bien. Donc choisissez votre champ de lecture. Moi, lorsque j'étais en nouveau secondaire, monsieur Lundi nous a permis de développer cet amour pour la poésie, pour la lecture, pour les livres. Et c'est là que j'ai commencé à également m'éventurer sur cette aventure aussi, lire pour découvrir des auteurs, pour comprendre le monde et pour être à l'aise également. On ne peut pas on ne peut pas s'ennuyer en lisant. Donc si tu lis, tu t'ennuies, c'est pas ton champ de lecture. On ne pourra jamais aimer tous les champs, mais il faut choisir son champ. En fait, tu es en train de dire que le jeune qui nous regarde là maintenant et qui a toujours comme prétexte « je n'aime pas lire », tu conseillerais à ce jeune de choisir un livre qui lui parle, c'est-à-dire qui parle à ses passions, qui parle à sa nature profonde. Tout à fait. Il y aura toujours un livre, lorsque tu lis ce livre, tu te sens bien, tu bandes, comme M. Lian l'aime dire. Vous bandez lorsque vous lisez ce livre. Un jeune qui aime tout ce qui est lié à la décoration intérieure, un jeune qui est intéressé par l'onglerie, un jeune qui est intéressé par la plomberie, par la mécanique. Il y a autant de livres qu'il y a d'individus, qu'il y a de passions. Tout à fait. Donc ne cherchez pas à, on va dire, vous encombrer par des livres, mais il faut toujours dire, voilà, ce champ-là, je l'aime, je le prends. Et je vais lire dans un champ qui me parle. Tout à fait. Par exemple, Michaelo, il me semble qu'il y a une dame très bizarre, très particulière. Une dame qui a une grosse prétention que de sublimer le langage. Cette dame qui s'appelle la poésie. Il me semble que vous avez développé un rapport d'une rare complicité. Que fout la poésie dans la vie d'un jeune de 21 ans? Qu'est-ce qu'elle fait chez toi, cette dame? Et moi qui croyais que cette vieille dame n'habitait qu'avec les vieux comme moi. Il me semble que tout est fidèle. Quelle est la poésie? Elle touche toutes les générations et elle est arrivée dans ta vie aussi. Ouais, bizarrement, et cette dame a déposé la main sur moi et catégoriquement, elle m'a dit, Michaelo, c'est fini pour toi et les moments de paresse. Donc là, je te prends et tu es à moi. Donc voilà. La poésie, cette dame, je dirais, c'est vraiment une passion pour moi. Lorsqu'il n'y a pas de temps pour la poésie, tous les moments sont propices. Je me lève au bon matin et puis je me dis, bon, Michaelo, il faut mettre du 5 amis de ta vie pour commencer la journée. Il faut mettre beaucoup de poésie dans ta vie pour, voilà. Donc, c'est ça. Il faut vraiment lire. Il faut également essayer de voir dans quelle mesure on peut jouir le texte. La poésie, c'est facile de jouir. Et ce genre de texte. Lorsqu'on lit de la poésie, on se sent à l'aise. Déjà, c'est pas long. Donc, tu veux toujours te réveiller et puis, contrairement à un roman, tu vas avoir 500, 300 pages. Mais la poésie, c'est une page, ça suffit. Tu te lèves et puis tu lis une page et puis ça va, tu te sens bien, tu es à l'aise. Mais il y a des jeunes qui regardent là, qui vont te dire, mais moi quand je lis un poème, j'y comprends rien, je comprends pas ce qui se dit. Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune qui te dit ça? Il faut toujours chercher à lier la poésie avec un vécu. La poésie, c'est 10 personnes peuvent lire un même texte poétique et il y a 10 façons différentes de voir le texte, de comprendre le texte. Il faut essayer, il faut toujours voir dans quelle mesure on peut lier ce qu'on lit, le texte poétique, à un vécu, à une expérience. Et pour faire cela, il faut toujours se mettre dans une atmosphère conviviale, une atmosphère de paix avec soi-même, avec l'autre. Parce que moi, lorsque je lis, bon, ça va paraître un peu fou pour les gens qui regardent, mais moi, lorsque je lis de la poésie, je fais du bruit. Je
je deviens un peu dérangeant pour les autres. Parce que je veux vivre le texte. Et pour vivre le texte, je dois parler fort, je dois... on s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs, autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si... C'est comme ça que je lis de la poésie. Bien ce texte. Mais ça donc c'est... la chanson préférée de Léo Ferré. Léo Ferré. Messieurs. Léo Ferré, sans se connaître, Ce texte, on s'est je le aimé. connais par cœur. La vie d'artiste. Oui, et tu as le coup de piano aussi. Bang, bang. Ouais, ce mec-là, il m'a choqué lorsque j'ai pu découvrir l'une de ses réalisations. Il m'a vraiment choqué. Merci de me mettre aussi à la voix de Ferré. Et je profite de l'occasion pour intéresser tous les jeunes qui regardent cette émission, les parents, les policiers qui regardent cette émission. Écoutez Léo Ferré. Oui, il est perçu comme étant le chanteur des intellectuels, les gens d'une élite qui pensent. Mais Léo Ferré touche tout le monde, mesdames et messieurs. Tout à fait. Il faut absolument écouter la vie d'artiste pour écouter la colère, la douce colère. Il y a également la poésie. Il a une musique sur la poésie également. La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. Il a un texte sur la poésie également, la solitude. Qui n'est même pas sur la table, Léo Ferré mais chante qui tout. habite. Léo Ferré, il faut absolument aller voir ce que ce chanteur poète fait carrément. Tout à fait. Et dès qu'on est dans l'univers de Ferré, Brel n'est pas loin, Brassens n'est pas loin. Tout à fait, Toute tout à la fait. chanson savante n'est vraiment pas loin. Et ça, c'est des possibilités d'expérience esthétique très jouissives, mesdames et messieurs. Et par rapport à la question du sens de la poésie, j'aimerais aussi dire aux jeunes qui des fois me disent à moi comme professeur, moi je lis le texte, monsieur, je comprends rien. Et je viens de dire, j'aimerais dire à ces jeunes, au fait, c'est le pari même de la poésie, c'est le propre même de la poésie. Le sens n'est pas le projet de la poésie. Tout à fait. La poésie n'est pas là pour produire du sens. Elle est là pour produire de la beauté. Exactement. Tu peux ne rien comprendre. L'esthétique. Laisse la langue t'habiter. Laisse la langue entrer en toi. Et là, véritablement, tu vis une expérience de langage qui est formidable. Exactement. Donc ça, c'est pour la poésie. Mais étant donné que nous sommes dans la poésie, que nous sommes dans Léo Ferré, pour toi, comme jeune lecteur, quand est-ce que tu sais qu'un poème fonctionne ? J'imagine qu'il y a des textes qui sont mal écrits, pour ne pas être un professionnel de la médisance. Comment toi, tu estimes qu'un texte fonctionne? Un texte qui a des mots perçants. Un texte qui dit à l'autre, efface-toi, laisse-moi habiter en toi. Ouais. Un texte qui fait comprendre à l'autre. Quand tu fais un clin d'œil à Marguerite Duras, là. Ouais, Marguerite Duras dans son interview, je connais cette histoire. Ouais. On demandait à Marguerite Duras pourquoi elle écrit. Ouais. Et elle a dit, j'écris pour disparaître, pour que le livre puisse prendre ma place. Mais j'aime l'interview. C'est vrai. Elle a marqué tout le monde, Marguerite Duras. Regardez encore. Parce qu'elle parle dans un silence, Marguerite Duras. Ouais. Tu t'imagines comme présentateur, si j'ai Marguerite devant moi, c'est impossible. Elle te dit, j'écris. Pour disparaître. Le silence, j'écris. Il y a un silence sur le plateau. Tout à fait. Et Gamin, le réalisateur, ça attire tout le monde. Gamin ne comprendrait jamais cet invité qui laisse autant de silence. Tout à fait. Pour disparaître. Afin que le texte puisse prendre ma place. Donc pour toi, c'est ça. Le poème t'impose ça. Tout à fait. Quand le poème te dit, bon, au final... Je suis plus abouti que toi. Tout à fait. Je suis plus réalisé que toi. Le texte et te dit, ben, il faut au final laisser ta place. Parce que je veux te transpercer, je veux t'habiter. Et c'est ça l'objectif. C'est lorsqu'on lit de la poésie, c'est laisser le texte habiter. Laisser le texte. Il faut vivre le texte. Et pour vivre le texte, il faut dire, bon, au final, je ne veux pas grand-chose. Il faut pas penser, parce que le texte poétique n'existe que pour lui-même et par lui-même. C'est tout à fait. Qui vous invite à penser. Exactement. C'est une expérience intérieure. Il faut se laisser aller comme le vent porte les feuilles vers une destination inconnue. Absolument. Sylvain, il faut laisser la poésie. Après cette courte pause, on va revenir à Georges Sylvain. On va revenir à Mélissa Béralus, qui sont les auteurs que tu as décidé de partager avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâche
fâcherez pas, gardons bonheur. On revient tout de suite avec Michaelo et là, nous allons rentrer dans son panthéon, dans sa bibliothèque idéale. Allez, mesdames et messieurs, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Quant au souffle du soir, les feuilles balancées, sur un mode dolent, pareil à ces refrains, qu'improvisent en chœur la vague et les marins, accompagnent d'un l'air la danse des pensées. Quand la laine des nuits commence d'embaumer, quand le contour des bois à l'horizon s'efface, quand des étangs, la lune argente la surface, qu'il est doux de rêver, de prier et d'aimer. Souvenir, Georges Sylvain. Qu'il est doux d'aimer. Et justement, ce que la poésie nous permet de faire, c'est de déplacer le vouloir dire du texte et de le placer dans d'autres univers de signification. Il est doux d'aimer. J'aimerais continuer à t'emmerder, Michaelo. Est-ce que tu estimes, en laissant Georges Sylvain dans son œuvre, en prenant Il est doux d'aimer pour te faire parler, est-ce que tu estimes qu'il est vraiment doux d'aimer? Il n'y a pas de moment plus sensationnel lorsqu'on se met en corps à corps à l'amour, lorsqu'on laisse cette dame s'introduire dans notre vie. Qui aime se sent bien, qui aime expérimente, qui aime apprend à connaître l'autre, qui aime jouit de la vie à pleines dents. L'amour, Michaelo, est un désir, on est d'accord. On ne désire que ce qui nous manque. Dès lors que nous avons ce qui nous manquait, on ne le désire plus. Schopenhauer. La vie de la pendule. D'où la nuit qui vient tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Je sais que les gens qui nous regardent et vont peut-être paniquer parce que tout le monde aime, mais nous aimons que ce que nous désirons. Ouais, tout à fait. Nous désirons ce qui nous manque. Tout à fait. Et Aujourd'hui, quand nous avons ce qui nous manque, eh bien, on s'ennuie avec. tout à fait. Aujourd'hui, je peux venir et je dis, bon, il y a cette meuf-là, monsieur Néer, que j'aime, elle est on ne peut plus intéressante. Elle a des fesses de Vénus Calipige, elle est exceptionnelle. Et puis, après quelques semaines, je viens et je dis, monsieur Néer, cette meuf, au final, Ouais, mais je m'ennuie. Parce que j'ai pu conquérir son cœur. Alors, donc, c'est ça. Quel est le sens du sentiment amoureux si presque à la fin de la journée, on finit par s'ennuyer? Pour moi, Alors, quel est d'ailleurs Schopenhauer? Pour les gens qui regardent cette émission, cette théorie vient de Arthur Schopenhauer, grand philosophe allemand. pour moi, la meilleure manière d'aimer, c'est d'aimer dans l'instant. La meilleure manière d'aimer, c'est de jouir du moment présent. Comme j'ai commencé avec Pierre de Ronsard, Carpe diem. Ouais. Il faut cueillir l'instant. Il faut jouir de la vie à pleines dents. Il faut comprendre qu'au final, aujourd'hui, mon sentiment d'aujourd'hui ne sera pas forcément mon sentiment de demain. Ouais. Il faut jouir de l'instant présent. Parce que l'amour, ça évolue. Aimer. On peut aimer. Il faut aimer à l'instant. Voilà. On peut aimer démesurément aujourd'hui et désaimer demain. Exactement. Nous sommes hommes. Et nous avons tellement de désirs. Et je crois que c'est même Baruch Spinoza qui disait que le désir est l'essence même de l'homme. Absolument. Nous désirons. Nous désirons. Donc, le désir fait partie intégrante de notre vie. Nous aimons désirer. Donc,
si on désire, et on sait qu'au final, mon désir d'aujourd'hui, c'est pas forcément le même désir de demain, donc, mieux vaut désirer à l'instant, mieux vaut prendre plaisir à profiter du moment présent. Ouais, parce que l'amour est une fleur qui se fane rapidement, il me semble. Ouais, Il y a des gens qui regardent cette émission et qui vont nous dire, moi, mes parents sont ensemble depuis 50 ans. Mes parents sont ensemble depuis 40 ans. Vous pouvez prêcher l'infidélité aussi, hein? Donc, c'est de la foutaise. L'amour, ça peut durer éternellement. Comme Bech BD, que tu connais sûrement, a écrit un livre magnifique qui a pour titre L'amour dure 3 ans. Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à des parents qui regardent maintenant l'émission et qui sont ensemble depuis 20 ans et qui estiment qu'au fait, l'amour, ça peut durer une éternité? Et en couple, il ne s'ennuie pas. Quel serait ton contre-argument, Mikaelo? Ah, là, vous me mettez dans une situation où je dois vraiment réfléchir pour répondre. Je ne veux pas montrer aux autres que leur position ou bien leur façon de comprendre les choses sont, on va dire, limitées. Ok, il y a des problèmes à cela. Parce que chaque personne a une façon de voir les choses, une perception. Ouais. Nous n'avons pas on va dire, les mêmes idéologies. En ce sens, si une personne trouve que la meilleure façon de vivre l'amour, de vivre la vie, c'est d'être fidèle à son être cher, c'est de sentir bien, de sentir aimé pour l'éternité, Ouais. au bonheur, Surtout de rester au plaisir, longtemps avec la même personne. à le rester. Ouais. Parce que, en fait, ce que la société occidentale, moderne, nous vend, c'est que dès lors que nous aimons, il faut rester avec la personne que nous aimons. Ouais, moi, je dis que... Toutes les filles qui regardent cette émission, elles souhaitent absolument que leur chum, comme diraient les Québécois, reste à jamais avec eux. Moi, je dis que il faut toujours accepter l'autre. Et accepter l'autre veut dire comprendre que nous n'avons pas les mêmes choix. Nous n'allons jamais décider de la même manière. Et si on a un mec là qui se dit, ben, moi, je profite de la vie, je suis un hédoniste. Et carrément, je me rappelle Monsieur Lundi qui disait cela. Il disait, et lorsqu'on avait des discussions en privé, il disait, Mikaelo, moi, je suis un hédoniste. Je suis pas épicurien. Je n'aime pas Épicure parce que Épicure, c'est le bonheur contrôlé, le bonheur mesuré. Mais moi, je suis un hédoniste. Je suis dans le plaisir total. Il n'y a pas de limite. Et nous pensons que quelque part, comme nous sommes en poésie, c'est-à-dire nous sommes en quête de plaisir, le plaisir est le moteur de l'existence. Toutes les actions que nous posons, Mikaelo, nous conduisent quelque part vers la recherche d'une certaine forme de plaisir. Tout à fait, tout à fait. On a honte de le dire. Et Georges Sylvain, il invite les lecteurs à découvrir ce plaisir qu'il y a dans le texte poétique et surtout le plaisir dans son monde. C'est pour cette raison que j'avais dit qu'il faut être altruiste, il faut comprendre que l'autre, son plaisir à lui n'est pas forcément mon plaisir à moi. Et Georges Sylvain, lui, voilà, donc, il ne va pas considérer son point de vue comme une vérité absolue. Tout à fait, tout à fait. Il y a presque autant de vérité qu'il y a d'individus. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a des jeunes qui sont au secondaire et qui détestent peut-être Georges Sylvain parce qu'il est au programme. Comment tu peux, on est à la fin de l'émission, rapidement leur vendre le cachet Georges Sylvain? Pourquoi de tous les poètes que tu as étudiés à l'école, pourquoi c'est lui qui a laissé cette trace poétique indélébile en toi? Qui dit Georges Sylvain, dit ce poète dont sa poésie est d'un romantisme rayonnant. Qui dit Georges Sylvain dit l'un des meilleurs poètes que le début du XXe siècle est connu. Qui dit Georges Sylvain dit expression de sa jeunesse, ses rêves les plus fous, ses sentiments qui hantaient sa vie, ses moments de solitude, c'est sa mère également. Et il y a même un texte où il parle de cela, sa mère qui était, on va dire, décédée et très jeune. Il n'avait que 13 ans et sa mère, et on va dire, a passé l'arme à gauche. Voilà, donc ce qui montre, on va dire, sa manière de décrire la vie, de décrire ses sentiments. Pour moi, c'est un poète exceptionnel. Et ce texte-là que je venais de lire, Confidence et mélancolie, nous montre que Georges Sylvain, c'est sa meilleure manière d'exprimer sa tristesse, ses souvenirs, ce qu'il avait comme, on va dire,
comme souvenir de sa jeunesse, ce qu'il a vécu, on va dire ses moments de folie. Donc pour moi, c'est ça, parler C'est de un Georges poète, il faut Sylvain. absolument Et le dans lire. Souvenir, il a décrit ça parfaitement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Mikaelo, mais on était tellement emportés dans la poésie, on a eu le temps de saluer l'œuvre de Biralus. à l'arrivée la vie, mais qu'on va revoir sûrement lors d'une prochaine émission. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce fut un plaisir de te recevoir encore une fois, et ce n'est que partie remise, comme on dit. Mais j'aimerais que tu partes avec, en laissant un dernier conseil pour des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, des jeunes qui sont dans des ghettos actuellement et qui ont la tentation de la facilité. Ces jeunes qui sont en train de renier tout effort dans la vie pour s'accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à un jeune qui habite dans un ghetto et qui doit résister à la tentation des gangs, qui souhaitent absolument incorporer ce jeune dans ces structures qui malheureusement ne conduisent qu'à la mort ou à la prison? Qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui sont dans ces contextes criminogènes? La jeunesse, c'est cette flamme qui ne brille qu'une seule fois dans la vie. Vous, jeunes, utilisez cette énergie, cette effervescence, cette fougue que vous avez, non pas pour vous dire, bon, la vie ne m'offre pas d'autres choix. Utilisez cette énergie pour créer, pour construire, pour mettre sur pied des projets. Et surtout, n'oubliez jamais que l'avenir, votre avenir dépend de vous. Ouais. C'est vos choix en ce moment présent qui déterminera votre vie dans 10, 15, 20 ans. C'est votre choix qui déterminera votre position dans la société. Absolument. Donc pas de mauvais choix, Mikaelo. N'intégrez pas les gangs. Pour être plus direct, Tout à fait. Intégrer des écoles professionnelles, intégrer des universités, dites non aux gangs. C'est clair, pas de gangstérisation. Merci Mikaelo. Un plaisir, monsieur Néard. Un bonheur démesuré. Et on se revoit bientôt. Je remercie le staff technique de l'émission qui m'a permis de vous présenter l'émission. Je remercie Gamin qui est notre réalisateur, et Jobo, Annabelle qui s'est occupée du maquillage, Mélissa qui s'est occupée du timing. Donc c'est toute une équipe, hein, Carlin Trésil qui s'occupe du montage. C'est toute une grosse équipe, hein, mais vous savez, ma mémoire est de la même taille que moi, c'est-à-dire elle est très, très, très petite. Hein. Donc elle n'arrive pas à contenir beaucoup d'informations. Excusez mon extinction de voix, mais c'est toujours avec le même bonheur que j'apporte des livres sur vos écrans. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, hein, des livres et vous. Et vous. Gardons bonheur.